Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle année d'information sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 10 janvier 2022, au sommaire ce soir. Nous prendrons tout d'abord la direction de Saint-Joire-en-Faucigny pour démarrer cette édition pour aller à la rencontre d'un homme désabusé. Antoine Valentin, le maire de la commune, dénonce les pratiques du groupe américain Aviant qui a décidé de fermer son usine au Savoyard pour délocaliser sa production en Pologne. Pour le premier magistrat de la commune, il s'agit là d'une catastrophe locale. Victoria Lopez l'a rencontré. Et puis en sport, les athlètes tricolores ont brillé ce week-end à 3 semaines et demie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022. Quentin Fillon-Maillet en biathlon et Perrine Lafont en ski de boss se sont imposés notamment. Nous entendrons les skieurs alpins qui ont trusté, eux, les podiums. Mais avant de développer ces titres, plusieurs manifestations anti-pass vaccinales ont eu lieu un peu partout en France ce samedi 8 janvier. Dans nos départements, des rassemblements se sont déroulés à Annecy, à Thonon-les-Bains ou encore à Chambéry pour protester contre la politique gouvernementale dans son ensemble face à la crise sanitaire. À Chambéry, la situation s'est un peu tendue en fin de journée avec quelques interpellations. À Annecy, un peu plus tôt dans la matinée, une soixantaine d'élus au Savoyard venant principalement des petites communes s'étaient rassemblés devant les grilles de la préfecture de Haute-Savoie pour dénoncer eux aussi les règles sanitaires gouvernementales, des décisions qu'ils jugent incohérentes et dangereuses. Luc Aruche a pu contacter les maires de Villers-le-Peloux et Saint-Jean-de-Tholome. Je vous propose de les écouter. Ce qui nous alerte au début, c'est cette espèce de millefeuille qui a commencé à se mettre en place, c'est-à-dire toutes les mesures, les unes par-dessus les autres comme ça, qui est arrivé à la dernière minute, qu'on nous imposait de mettre en place. Des choses qui nous semblaient complètement incohérentes, typiquement les groupes classes dans les écoles, alors qu'on sait pertinemment que le soir, les fratries vont se retrouver, vont se remélanger. Enfin, il y a des choses qui nous paraissent complètement aberrantes et qu'on nous impose comme ça, et puis on nous en rajoute. Quasiment tous les 15 jours. Il y a des choses qui débarquent en plus, des choses qui changent. La population n'arrive plus à suivre. La cohérence, aujourd'hui, on la cherche. Et c'est ça qui est le plus dommageable. Nous, on est prêts à mettre en place des tonnes de mesures, il n'y a pas de problème si on a les arguments nécessaires en face, si c'est cohérent, si ça fonctionne, on n'a aucun problème avec ça. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, c'est pas cohérent, non, ça ne marche pas. La phrase du président Macron qui nous explique qu'une partie de la population n'a plus le statut de citoyen, pour nous, c'est juste inentendable. En plus, des gens qui respectent la loi. Hein. Quelqu'un qui n'est pas vacciné n'en fera aucune loi. La vaccination n'est pas obligatoire. Donc, déjà que ça fait presque 2 ans que les gens vivent sous tension et qu'il y a beaucoup de souffrance, de solitude, d'incompréhension, que les familles sont déchirées, les associations vont mal, la société civile, les entreprises, tout le monde peine. Là, c'est vraiment jeter de l'huile sur le feu, alors que nous, on fait tout un travail justement pour faire lien avec la population et avec tous les membres de la population. Direction Saint-Joire-en-Faucigny à présent, Haute-Savoie. Là-bas, les 40 salariés d'Aviant ont appris la fermeture de leur usine juste avant les fêtes et ils assistent en ce moment même au démantèlement du site. Spécialisé dans la coloration de plastique comme les bouchons de bouteilles, l'entreprise était pourtant rentable d'après ses salariés. Mais le groupe américain propriétaire des lieux a décidé de délocaliser la production en Pologne. Une décision qui désespère le maire de la commune, Victoria Lopez, l'a rencontré au reportage. Elle trône au bord de la route depuis 1946. Pour le petit village de Saint-Joire, cette usine est un site incontournable. Elle a résisté à de multiples rachats au fil du temps, mais pas cette fois. Le groupe Aviant, propriétaire des lieux depuis 2020, a décidé de délocaliser la production de plastique coloré en Pologne, laissant 40 salariés sur le carreau. Pour le maire de la commune, c'est une catastrophe. C'est le plus gros employeur qui ferme et c'est un impact terrible sur le tissu économique local. On l'a déjà connu il y a quelques années avec la fermeture de l'usine Péchinet, qui comptait pratiquement 600 salariés quand elle a fermé. Et aujourd'hui, on se remet tout juste de cette fermeture et vient une nouvelle fermeture, et là aussi par un grand groupe, une multinationale qui rachète une entreprise pour la liquider. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'élu interpelle la multinationale propriétaire de l'usine de Saint-Joire. Spécialisée dans la production de colorants plastiques depuis 1946. Il a même décidé de se rendre au Luxembourg pour rencontrer les dirigeants d'Aviant au sein du siège social européen du groupe. Il s'avère que les bureaux d'Aviant sont situés tout en haut du Luxembourg.
et dans un endroit assez insolite, puisque quand on a tapé l'adresse, on est tombé sur un centre commercial. Donc arrivé sur place, il a d'abord fallu chercher dans le centre commercial. On a trouvé des petits ascenseurs qui nous ont permis de rentrer dans les combles du centre commercial, et c'est là, dans les combles, qu'une entreprise qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires a installé son siège social européen. Donc on a toqué, on a été plutôt mal reçus. On a dû attendre entre 2h et 2h45 devant la porte. Donc ils nous ont donné rendez-vous ce matin. Un rendez-vous téléphonique avec la directrice des ressources humaines qui a très vite passé le bébé à un responsable de la fermeture des sites qui est en fait un communicant qui bien évidemment nous a expliqué que tout allait bien, qu'il faisait le maximum, le discours habituel. Mais le vrai problème derrière tout ça, c'est qu'effectivement, il semblerait que ce qu'Avient est en train d'opérer est complètement légal. Ce qui n'empêche pas d'être complètement immoral, puisque c'est une entreprise qui a touché des subventions, notamment le crédit d'impôt CICE, et qui arbitrairement aujourd'hui ferme une usine qui est rentable, qui fonctionne économiquement pour la délocaliser en Pologne. Malgré la bonne santé de l'entreprise, le sort des salariés est donc scellé. 26 vont être licenciés et 15 reclassés. On a des réunions toutes les semaines là, pour mettre la mise en place du suivi des salariés, pour pas qu'ils soient tout seuls chez eux. S'occuper aussi du service commercial qui n'est pas licencié, mais qui va être quand même largement impacté, donc puisque un certain nombre de personnes sur site sont conservées dans des conditions de travail qui vont évoluer notablement, parce que tout le monde est... certains perdent leur bureau, leurs armoires, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Sur place, quelques salariés participent au démantèlement de l'usine qui fabriquait ici depuis plus de 70 ans des granulés plastiques pour les plus grandes marques de packaging. Nul doute qu'avec cette fermeture, une page se tourne pour la petite commune aux Savoyardes. On passe à notre invité du jour et ce soir, j'ai le plaisir de vous recevoir. Nico Mathieu, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes un vrai aventurier, un explorateur, un véritable touche-à-tout. Est-ce que je dis une bêtise en disant ça? Écoutez, un véritable, je suis au début en tout cas, mais j'ai commencé à avoir quelques expériences, on va dire. Donc ouais, totalement. Alors vous faites du parcours, de l'urbex, de l'exploration polaire, souterraine, sous-marine, de l'alpinisme. Ça en fait des casquettes? Ouais, moi j'adore en fait toucher à tout. C'est-à-dire que pour moi, être complet, c'est vraiment être polyvalent, c'est-à-dire savoir faire du coup de la spéléo, du parapente, de l'alpinisme. Et dernièrement, j'étais en Amazonie, par exemple, en Guyane. Donc c'est vrai que j'adore un peu toucher à tout et apprendre du monde qui nous entoure. Justement, qu'est-ce que vous apprenez lors de ces différentes expériences? Énormément de choses. Les gens apprennent énormément sur soi parce que principalement mes expéditions se font en solitaire et aussi j'apprends des biotopes un peu qui nous entourent sur Terre. C'est-à-dire moi l'Amazonie, j'en entendais beaucoup parler, mais dernièrement quand j'y suis allé, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai débunké beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'avais pas mal de peurs qui se sont avérées pas forcément vérifiées quoi, et d'autres que je ne soupçonnais même pas. Alors, vous êtes donc notamment connu pour avoir donc traversé l'Amazonie seul à la rame. Qu'est-ce que vous gardez précisément de cette expérience? Là aussi, j'imagine plein de choses, mais si vous deviez ressortir quelque chose de précis. Ouais, précisément, c'est que c'est un des endroits les plus hostiles à mon avis pour l'être humain. C'est pas fait du tout pour y vivre. C'est pas une légende? Non, c'est pas une légende. Par contre, c'est hyper intéressant, magnifique. Les espèces sont incroyables. Et c'est un endroit qu'il faut protéger du coup parce que depuis que je l'ai découvert, je n'ai pas du tout envie qu'il disparaisse. Qu'est-ce qui était le plus dur justement lors de cette exploration, cette aventure en Amazonie? Je pense que c'est la partie à pied, comme ils disent là-bas, c'est hors rayon, c'est-à-dire pas de chemin tracé, tout droit dans la forêt. Mais tout droit, c'est bizarre parce qu'on a l'impression d'être vraiment étouffé. On voit pas plus à plus de 3 ou 4 mètres devant soi, donc on a l'impression que c'est tout le temps redondant, etc. et qu'on n'avance pas. Mais on garde en tout cas les mains et les yeux surtout rivés sur la boussole et on tout droit, azimut brutal comme ils disent là-bas. Comment est-ce que vous choisissez vos défis, vos challenges? Bêtement, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire forcément des choses que des gens ont déjà fait avant, donc je prends Google Earth ou Google Maps comme on le dit, je regarde, j'imagine, je regarde les fleuves, j'essaie de me trouver des chemins et puis j'essaie de créer une histoire autour de tout ça et puis je prends un billet d'avion et j'y vais. Je disais en début d'interview, vous faites de l'alpinisme. En ce moment, vos abonnés peuvent découvrir vos vidéos sur votre challenge des 82 sommets alpins à plus de 4000 mètres d'altitude. Vous en êtes où d'ailleurs à ce propos? Je viens à peine de commencer, j'en ai 5 à peu près. Et vraiment, l'objectif, c'est pas de faire ça très rapidement. C'est sur le long terme. Le long terme et surtout les amener en vidéo chacun pour du coup faire une espèce de grosse base de données et envie aux gens d'aller autre part que sur le Mont Blanc, comme beaucoup le font. Ça aussi, ce projet très précisément, comment il vous est venu à l'idée?
Bah, écoutez, moi je suis né à Chambéry, j'ai toujours vu les montagnes, même si c'est encore assez loin, Chambéry, des montagnes à plus de 4000. Mais je me dis que c'est que je cherchais un objectif en long terme pour voir si mentalement j'allais réussir à tenir mes promesses. Et je pense que 82 sommets, c'est suffisamment long pour ce genre de challenge. Oui, il y aura besoin de toute une vie. Quand on pense aventure, aventurier, aujourd'hui, on fait souvent le raccourci avec Mike Horn, qui a popularisé, médiatisé ce choix de vie. Cette comparaison avec lui, elle vous flatte ou bien est-ce qu'elle vous énerve ? Non, bah, bien sûr qu'elle peut que me flatter parce que Mike Horn, c'est le boss, comme beaucoup de gens disent. Je l'ai rencontré il y a deux mois, je crois, en plus. On a discuté par rapport à l'Amazonie. Donc non, c'est bien et j'espère qu'il y en aura d'autres encore après parce que le monde est magnifique et il faut aller le voir. Et puis l'objectif, j'imagine, c'est un jour de parler de Mike Horn et puis de Nico Mathieu. Oula, non, on est totalement différents et je pense que le plus important, c'est de parler de tout ce qui nous entoure. Et nous, on est juste les yeux qui rapportent ces images-là, du coup, en vidéo pour tout le monde. Mais le plus important, c'est de parler de tout ce qui nous entoure. Comment est-ce que vous êtes devenu explorateur ? Est-ce qu'il y a un épisode précis dans votre vie qui a été déclencheur, qui vous a donné l'envie de faire ça ? On parlait tout à l'heure du parcours. Moi, j'ai commencé donc, le parcours à Chambéry. Ça en est fait pendant 12 ans. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le parcours. C'est se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible, dans la ville principalement. C'est-à-dire que ça a été popularisé avec Luc Besson, beaucoup pour Yamakasi ou Banlieue 13, les films dans les années 2000. Et du coup, c'est un entraînement surtout pour se dépasser. On s'entraîne sur des obstacles, etc. en ville pour être efficace. Et moi, du coup, ça m'a donné envie de le déplacer, l'expérience que j'ai appris du parcours, j'ai envie de la greffer à d'autres parties et c'est de là qu'est née l'exploration, je pense. Donc voilà, l'alpinisme, le parcours me sert pour l'alpinisme, le parcours me sert pour plein d'autres choses, donc voilà, principalement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus compliqué, selon vous ? Évoluer en parcours dans une ville ou évoluer dans la nature ? J'ai 12 ans de parcours à peu près, par exemple, là, j'ai moins d'1 an de parapente, j'ai moins de 2 ans ou 3 ans de ski, moins de 5 ans d'alpinisme. Donc, c'est pas forcément plus dur, c'est juste qu'il me manque de l'expérience. Et l'expérience, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut être expérimenté pour ne pas avoir de problème. Justement, en parlant d'expérience, est-ce qu'il existe aujourd'hui un cursus particulier si on veut devenir explorateur, aventurier ? Avoir les yeux éveillés, être curieux et avoir envie de se dépasser. Je pense que c'est le seul cursus. S'il n'y a pas de cursus apprendre à survivre en Amazonie. Je m'en suis rendu compte, il faut y aller, chercher, lire des livres et se renseigner, puis après se lancer à l'aventure. Mais il n'y a pas de grosses et de petites aventures, il y a des aventures de partout. Mes plus grosses aventures en spéléologie sont à moins de 5 km d'ici. Ah, c'est intéressant. C'est pas forcément très loin. Alors, j'imagine que pour réussir tous ces aventures, ces explorations, vous devez vous soumettre à un entraînement bien strict et particulier. Comment est-ce que vous faites ? Vous adaptez par rapport à la destination où vous allez ou c'est un entraînement régulier tout au long de l'année ? C'est toute l'année. Je m'entraîne tous les jours, à peu près un minimum au moins, que ce soit des étirements quand j'en peux plus, mais en tout cas tous les jours. Et non, après c'est surtout de la logistique. Il y a beaucoup de préparation. Donc moi je pense que la préparation elle est 80% mentale et le physique y suit. Même si les 20% de physique, faut quand même avoir la caisse. Un petit mot sur la plateforme Tipeee qui vous accompagne, qui vous aide dans vos projets. C'est très simple, c'est-à-dire qu'avec YouTube, c'est très compliqué de pouvoir... comment expliquer ? On gagne de l'argent par rapport aux pubs, mais il faut avoir un gros... Comment on peut appeler ça ? Il faut faire énormément de vidéos. Moi, c'est une toutes les 2 semaines, parce que c'est des vidéos où je dois aller sortir dehors. Je ne peux pas faire un 4000 toutes les semaines, comme on dit. Évidemment. Donc, oui, il y a une petite plateforme pour me soutenir financièrement. C'est comme du crowdfunding, et ça a pas mal de petits avantages, mais ça, c'est entre nous et ceux qui me soutiennent. Vu de l'extérieur, on peut penser que l'aventure, l'exploration, c'est un puits sans fin, avec toujours plus de choses et de lieux à découvrir, vous confirmez ? Ah, totalement. La Terre est petite quand on fait le tour en avion, mais quand on y est à pied, c'est vraiment un autre challenge, et donc il y a énormément de choses à faire, plein de pays, et faut pas forcément aller très loin. Moi, j'ai commencé par l'Europe, et j'ai trouvé des choses incroyables à faire pas loin d'ici. Dernière question, Nico Mathieu. Le prochain projet, la prochaine destination, c'est déjà arrêté ou c'est encore en phase de réflexion ? J'en ai énormément. Dans 2 semaines, je pars aussi à l'étranger. Mais j'ai un gros projet en novembre, aussi en tropique, mais je ne dirai pas encore lequel. Mais ça c'est pas en Amérique du Sud. Vos abonnés sauront vous trouver. Peut-être, c'est possible. Exactement. Merci beaucoup, Nico Mathieu, bon courage. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci bien. Merci bien. Bonne soirée.
On ouvre à présent une page sport en football. Le FC Annecy a bien démarré cette nouvelle année qui pourrait lui offrir l'accession en Ligue 2 dans quelques mois. Ce vendredi, les joueurs de Laurent Guyot recevaient Bourg-en-Bresse pour le choc de la 17e journée. Et grâce à un doublé d'Alexis Bosetti, les Hauts-Savoyards se sont imposés 2-0. Grâce à ce 10e succès de la saison, le FC est 2e de national avec 35 points. Prochain match pour Annecy, lundi 17 janvier, avec un déplacement périlleux à Laval, 4e du classement. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin démarrent dans un peu plus de 3 semaines et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bleus sont très en forme. Ce week-end, Perrine Lafont, championne olympique en titre de ski de boss, s'est imposée au Canada sur le Mont-Tremblant. En biathlon, c'est Quentin Fillon-Maillet qui a remporté sa 3e poursuite consécutive en s'imposant à Oberhof en Allemagne. Le Jurassien en profite pour prendre les commandes du classement général de la Coupe du Monde devant son compatriote et ami Émilien Jacquelin. En snowboard cross, on retiendra la très belle performance de Chloé Trespeuch de Val Thorens, qui signe une jolie 2e place à Krasnoïarsk en Russie. Et enfin, en ski alpin, Marco Odermatt a une nouvelle fois triomphé cette saison. Le Suisse a remporté le géant d'Adelboden devant son public. Alexis Pinturo s'est bien rassuré avec une belle 3e place. Chez les dames, Sarah Hector s'offre une nouvelle victoire en Slovénie à Kranjska Gora devant Tessa Worley, qui confirme sa très bonne forme actuelle. Je vous propose d'écouter Alexis Pinturo et donc Tessa Worley. Leurs propos sont recueillis par FFS TV. Ouais, c'est une belle récompense dans le sens où ça a été difficile à Alta-Badia pour moi, donc maintenant de pouvoir remonter sur le podium, c'est encore loin d'être parfait, hein, bien sûr, hein, mais il y a des choses qui sont encourageantes et ça va dans le bon sens. Ouais. Oui, il y a de la vitesse, maintenant il faut réussir à même faire son retard finalement par rapport à un Marco Odermatt, hein, parce que lui est tout seul devant et il va très très vite et cette année finalement il se bat contre lui-même. Donc il est dans son monde, maintenant il va falloir essayer de le rejoindre. Ouais. Ça reste un podium, hein, un podium ici à Adelboden, c'est toujours un beau résultat et ça fait toujours plaisir. Je me sens très bien, très contente de cette course. Je suis très contente de ces 2 manches. Je pense que j'ai fait mon ski. Il y a quelques petites parties où je sais que je peux encore travailler, que je peux encore vraiment améliorer les choses. Maintenant, Sarah Hector a été incroyable aujourd'hui, donc voilà, je la félicite et je suis très contente de cette 2e place. Les choses se mettent bien en marche, donc je suis très contente. Et puis il reste encore 3 belles courses pour moi sur le mois de janvier, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que je suis capable de faire encore. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Vous avez ensuite rendez-vous avec une rediffusion de votre émission Panorama, consacrée cette semaine aux entreprises familiales. Et pour ce premier épisode, nous allons à la découverte de la famille Marin, propriétaire de l'auberge Lamartine, sur les hauteurs du Bourget-du-Lac. On se quitte avec de très belles images, comme d'habitude, de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. La 18e édition de la célèbre course de chiens traîneau s'était lancée ce samedi depuis Samoin. Cette année encore, le Français Rémi Coste fait figure de grand favori à la victoire finale. Vous pourrez d'ailleurs retrouver un reportage complet de Manon Toiti sur cette épreuve dans notre édition de mardi. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi pour un nouveau JT sur 8 Mont Blanc.